Europe 1, 14h, 15h. On de la raconte. Bonjour à tous. Une histoire extraordinaire aujourd'hui. L'histoire d'un agriculteur du Tarn, héritier de 3 générations de paysans, qui pour sauver l'exploitation familiale décide de monter dans la ferme un cabaret, une salle de spectacle, en plus des vaches, des tomates, du blé et de tout le reste. Et ce monsieur, il est là en face de moi. Bonjour David Comet. Bonjour. Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît aux éditions du Rocher. C'est un livre très riche, je ne pourrais en raconter qu'une toute petite partie et j'invite tous ceux qui veulent aller au-delà à le lire absolument. Le titre de ce livre est « Les folies fermières ». C'est le nom de votre ferme auberge et de votre cabaret. J'en ai tiré peut-être l'une des plus belles histoires dont Dlat raconte depuis 3 ans, avec accent, bien sûr. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazer, réalisation Céline Lebras. 14h, 15h. On de la raconte sur Europe 1. Au tout début de cette histoire, il y a des Italiens de la province de Trévise, Arcangelo et Maria Zanchetta, qui en novembre 1951 émigrent dans le sud de la France avec leurs malades de 10 enfants et qui s'installent comme métayers dans un petit village du Tarn, Garrigues, à 30 km de Toulouse. C'est la première génération. Parmi les 10 enfants d'Arcangelo et de Maria, suivons le 7e, Attilio, 2e génération. En 1954, il a 17 ans et il s'installe comme métayer, toujours, à Garrigues, sur une propriété de 17 hectares. 2 ans plus tard, au Vêpres, un dimanche après-midi, il rencontre Pierrette. Ils se fréquentent. 3 ans plus tard, ils se marient. Attilio et Pierrette ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Pierrette fait plusieurs fausses couches, ils perdent une fille de 2 ans. Alors ils vont en Italie voir un curé. Si vous voulez que votre enfant survive, appelez-la Constantine, si c'est une fille. Ou Romeo si c'est un garçon. D'accordo? Ce sera une fille. Et elle s'appellera donc de ce drôle de prénom, Constantine, 3e génération. Dans les années 70, son père, Attilio, achète ses terres. De métayer, il devient propriétaire, c'est important. Et puis il tombe malade. Et du coup, en 1981, c'est la 3e génération, Constantine et son mari, Jean-Louis, qui reprennent la ferme en main. 1 an plus tard, en 1982, naît en principe la 4e génération, David, héritier de cette longue histoire. C'est lui, mon héros d'aujourd'hui. Avait-il d'autre choix que de continuer, coûte que coûte? À l'école de Garrigues, David n'est pas premier de la classe, loin de là. En CP, l'instituteur fait venir ses parents. Je crois que c'est bien que vous ayez une exploitation. Il pourra toujours devenir agriculteur. Manière de dire, faute de mieux. Mais David, de toute façon, à 5 ans, c'est ça qu'il a dans la tête. Le soir, quand il rentre, il va droit à l'étable. Son grand-père Attilio est en train de traire. Et sa grand-mère Pierrette installe 2 tabourets et elle lui apprend à lire dans l'étable. Arrivé en 3e, voilà David devant le conseiller d'orientation. Alors David, que font tes parents? Ils sont agriculteurs. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, je veux être paysan. Ah bon? J'ai remarqué que tu as de bonnes notes en musique. En batterie, t'es premier en batterie. T'as du talent. Oui, mais moi, je veux être paysan. Est-ce que je peux arrêter après la 3e? Oui, mais c'est quand même mieux d'avoir un CAP. Et là, la mère intervient. On a discuté avec son père et ses grands-parents. Nous, on veut absolument pas qu'ils reprennent la ferme, hein. Ah, ça non. Et donc, on va l'inscrire en pensionnat à Carmaux, à mécanique. Il sera pas agriculteur,
mais il pourra toujours nous réparer les tracteurs. Les parents ont pris dans la figure la chute du prix du lait, l'instauration des quotas laitiers. C'est dur. Ils ne veulent pas de ça pour leur fils. Et donc David se retrouve en CAP AMM, agent de maintenance en mécanique, en internat, à 1 heure de route de chez lui. Et il a son CAP. Et il bifurque vers une première d'adaptation. Et les profs l'encouragent. Vas-y David, fais tes études là-dedans, tu es un mordu de mécanique, t'as ça dans les veines. Et donc ce sera un bac techno, section STI, et ensuite un DUT en génie mécanique, puis une licence. Et en 2004, David devient professeur de mécanique, très loin du destin qu'il s'était tracé petit. C'est une fille qui va le ramener vers son destin, vers la ferme, vers la lignée. Europe 1. Europe 1. On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de David Comet, un agriculteur du Tarn qui, en 2015, pour sauver la ferme familiale, ouvre le premier cabaret à la ferme. Et je tire mon histoire de son livre qui paraît aux éditions du Rocher, Les Folies fermières. C'est le nom de son cabaret. Et il sera là tout à l'heure. David Comet est l'héritier d'une longue lignée d'agriculteurs, venus d'Italie dans les années 50. Sans trop lui demander son avis, ses parents l'orientent vers la mécanique. Ils ne veulent pas qu'il reprenne la ferme. David enchaîne un CAP, un bac pro, un DUT, une licence, et il devient professeur de mécanique. Mais il n'a pas abandonné son rêve d'enfant, prendre la suite de son père, comme 3 générations avant lui. Pendant ses études, David, qui est plutôt beau gosse et par ailleurs extraverti, dragueur à l'italienne, a pas mal papillonné. Il a pris du bon temps. Il est devenu un rat des villes. C'est un autre monde. Et puis un jour, un de ses copains du Tarn lui dit « Dis David, faudrait que je te présente la sœur de ma femme. Laetitia, elle s'appelle. Oh, tu vas voir. Elle est blonde, elle a les cheveux longs, un sourire terrible. Je pense qu'elle est faite pour toi. » Ok. Il veut bien la rencontrer. Quand il la voit, waouh! Des jambes interminables, des cheveux dorés. Sauf qu'elle, elle veut du sérieux. Et lui, un coup d'un soir. Et donc ils en restent là, ils se croisent de temps en temps, son copain le relance. C'est dommage, hein, David, hein? Laetitia, elle a un copain maintenant. T'as raté le coche. Et puis un jour, à la fête à Lavore, son grand-père Attilio fait la connaissance de Laetitia. David, tu cherches des filles? Et t'en as une qui t'attend. Elle a des vaches. Elle a des terres. Elle est comme toi. Et elle est faite pour toi. Bref, je vous la fais courte. Le soir du réveillon 2003, emballer c'est peser. Et après, chacun reprend sa vie. Lui travaille au lycée agricole de Lavore et il donne un coup de main à la ferme de ses parents. Et elle travaille à la cuisine de l'hôpital de Gaillac et elle donne aussi un coup de main à la ferme de ses parents. Au bout d'un moment, David, ça lui vient comme une évidence. Elle, fille d'agriculteur, elle sait. Ses parents ont des vaches. Ils font du fromage pour eux. Elle a eu un temps l'idée d'aller vendre ses fromages sur les marchés. Le circuit court, la vente directe. Ils sont raccords là-dessus. C'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Ils se marient à Garrigue, le 9 août 2008. Les tatis, les tontons et les cousins italiens sont venus. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. En tête du cortège nuptial, un tracteur. Et sur la fourche, le père a aménagé une plateforme et posé 2 chaises, sur lesquelles arrivent Laetitia et son papa.
2 ans après le mariage, Laetitia est enceinte. David un jour l'accompagne à un cours de préparation à l'accouchement. La sage-femme le trouve peu impliqué. Et lui, il fait le mariole. Au moi, je fais 40 vélages par an. Alors l'accouchement... Vous considérez votre femme comme une vache? Non, je suis amoureux. Mais qu'est-ce que vous croyez m'apprendre? Il est comme ça, David. Grande gueule. Et ce sera un fils, Giovanni. Sa mère. Tu l'appelais Giovanni? Comme Jean, quoi. Non, je l'appelais Giovanni. Mais enfin, David, on est en France. On n'est pas en Italie. Moi, je l'appellerai Jean. Et le finira par l'appeler Giovanni. Au lycée agricole de Lavore, David est directeur d'exploitation. Il a un bon salaire, il a une voiture, il a un logement de fonction, une secrétaire et un comptable. Le week-end, il fait la fête, il va en vacances au ski. Un jour, Laetitia lui demande « Tu es vraiment heureux dans ce que tu fais ?» Oui, il est heureux. Mais ses parents sont en train d'arrêter l'élevage. Son père chiale parce qu'il n'arrive pas à boucler les fins de mois. Ils sont sur le point de vendre l'exploitation. Alors Laetitia le pousse dans ses retranchements. Tu as conscience que tu gagnes le salaire de deux réunis et que le travail de tes parents, c'est l'esclavage. Tu as une situation privilégiée. Tu peux avoir des congés. Je sais. Mais si je m'écoutais, je reprendrais la ferme. Et là, silence. Et Laetitia qui dit « Eh bien, si c'est vraiment ce que tu veux, eh bien, vas-y, je te suis. » Et c'est elle, Laetitia, qui va l'annoncer à ses parents, à lui. Leur fils va quitter un poste de fonctionnaire pour prendre leur suite. Il refuse. C'est non, c'est trop dur. Il ne lui parle pas pendant 6 mois. C'est le grand-père Attilio qui finit par arranger les bidons. Mais même au village, les gens ne comprennent pas. Ils l'appellent l'Indien, celui qui, parce qu'il a des diplômes, pense connaître l'agriculture. Mais David, il a son idée. Certes, il n'a que 21 hectares, là où il en faudrait 200 pour vivre. Mais il pense qu'il faut en finir avec le système productiviste, hérité de l'après-guerre. Laetitia, voilà ce qu'on va faire. On va court-circuiter les intermédiaires. Les veaux, je les amène à l'abattoir. Je connais un boucher, il travaille à côté. Il me fait la découpe. Et moi, je gère le conditionnement et la vente. Et à qui tu vas les vendre? Eh bien d'abord aux gens qu'on connaît. Aux copines de sa mère, par exemple. Et puis en porte-à-porte, avec le vieux C15 de son père. Et ça marche. Très vite, il ne peut plus répondre à la demande. Alors il commence à vendre aussi du bœuf. Et puis il se met à lever 4 ou 5 cochons, à faire de la charcuterie, et puis des brebis, et puis des poules. Et maintenant, il veut faire une boucherie-charcuterie, sur place, à la ferme. Il la construit. Il recrute un boucher. Le gars vient d'un supermarché, il ne sait pas découper les carcasses. C'est le grand-père Attilio qui lui apprend. Avec la ferme auberge, David et Laetitia reçoivent de plus en plus de groupes, de bus. Alors ils leur montrent un petit film, ils leur font faire le tour de la ferme en tracto-train, ils leur expliquent comment il fait. Alors là, maintenant, voilà le jardin, hein, où on cultive quelques légumes. Vous voyez qu'il y a de la paille au pied des tomates, ça c'est pour garder l'humidité. Et puis là, vous voyez le tas de fumier, là, on le récupère, et puis on l'étale. Et ça, c'est mon grand-père qui passe le motoculteur. Et à midi, il propose des repas pour les groupes. Et puis, des soirées à thème. Une soirée Claude François avec Alan, un sosie, qui habite le village d'à côté, et des Claudettes. Une nouvelle aventure est sur les rails. Europe 1. Europe 1. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte les aventures de David Comet,
un agriculteur du Tarn qui raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions du Rocher, Les Folies fermières. Il sera là tout à l'heure. Héritier d'une longue tradition de paysans du Tarn, David commence par se former à la mécanique et devient enseignant dans un lycée agricole. Mais la ferme familiale périclite, ses parents sont sur le point de vendre. David et sa femme Laetitia décident de reprendre, de se lancer dans des circuits courts et de développer une activité de ferme-auberge, les Folies fermières. Et ils se mettent à organiser des soirées à thème, à la ferme. Un jour, un habitant de Castres l'appelle. Allô, bonjour. Voilà, je suis hypnotiseur et magicien. Je m'appelle Diagor. Je me disais que je pourrais peut-être faire un spectacle chez vous. David le fait venir. Le type est un peu ringard. Depuis combien de temps vous n'avez pas exercé ? Je travaille un peu de temps en temps, à droite à gauche, de ci, de là. Il finit par avouer qu'il ne s'est pas produit depuis les années 90. Alors David lui propose de le tester dans la famille. Comme saint Thomas, les paysans ne croient que ce qu'ils voient. Alors il le fait venir à l'anniversaire du petit Giovanni. Et Diagor endort la belle-mère, et puis David lui-même. Et il se penche sur lui, et il dit au petit Giovanni, « Avec ton papa, on va s'amuser. Hein ? On va lui enlever le chiffre 8 de la tête. Voilà, j'ai le chiffre dans ma main, là, je le garde, je le mets dans ma poche, et maintenant, on réveille ton papa, et on lui demande de compter. D'accord ?» David se réveille, et il se met à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Éclat de rire général. Et la mère. Et vous avez intérêt à lui redonner le 8, hein ? Parce que c'est lui qui fait les papiers et les comptes. Les Folies fermières ont trouvé leur magicien. David a entendu parler d'un transformiste de Toulouse. Il le fait venir. Le type arrive, il leur claque la bise, direct. Et David lui demande, « Tu te transformes en quoi ? En Johnny Hallyday ? » Ah non, pas du tout. Je me transforme en femme. Par exemple, en Céline Dion. Ok, ça peut m'intéresser. Mais bon, moi, je travaille avec des groupes d'agriculteurs. Hein. Moi, le transformisme, ça m'intrigue. Eux, ça risque de les secouer un peu quand même. Hein. Je sais pas du tout comment ils vont réagir. Hein. Arrive le jour J. Les transformistes débarquent à deux. Et ils font tour à tour Céline Dion, Dalida, Edith Piaf. Ils sont parfaits. À un moment, ils descendent dans le public et ils se frottent aux gens. Et les papis sont contents, parce qu'ils ne voient pas que ce sont des hommes. Ils le découvrent à la fin, sidérés, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Après le spectacle, un papy va voir l'artiste. « Oh là, vous, faut qu'on discute là. Vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette comédie. Vous sentez une femme ? Vous êtes pédé, quoi. Bon, que tu sois pédé, c'est pas trop un problème. Je ne suis pas pédé, je suis homosexuel. Oui, des pédales, quoi. » David avait bien fait de prévenir son duo de transformistes. Mais le papy conclut. « Bon, en tout cas, merci, hein. J'avais pas pleuré depuis des années. Tu as réussi à me faire couler les larmes. Tu as réussi à faire pleurer 40 paysans. Ce soir, on dormira moins bête que quand on s'est levé ce matin. Mais un jour, David reçoit un coup de fil de la SACEM. Monsieur Comet ? Bonjour. On a entendu dire que vous faisiez beaucoup de spectacles. Beaucoup. On essaye de faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Vous faites plus de 6 représentations par an ? Ah ben oui. Alors on va vous demander de devenir professionnel, monsieur.
Il vous faut une formation, une licence d'entrepreneur de spectacle. Allons bon. Il le fait. Il se retrouve au milieu de citadins face à un formateur qui le prend pour un petzouille. Vous voyez, monsieur Comet, c'est une formation très compliquée. On va parler juridique, fiscal, social, économie, rentabilité, sécurité, mise aux normes. Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Et c'est quoi le problème? Eh bien, il est possible que vous n'ayez pas l'examen. Il le prend pour un bouseux. Je vous préviens. Je ne sais pas qui l'aura, cet examen. Mais moi, là, je vais finir numéro 1. Pendant une semaine, David reste à Toulouse. Laetitia s'occupe de la ferme, il bosse d'arrache-pied. Et il finit premier. Quelques semaines après, nouveau coup de fil. Un numéro parisien. Monsieur Comet? Bonjour, ministère de la Culture à l'appareil. Dites-moi, on travaille sur votre dossier, là. Votre établissement est une ferme-auberge. Mais le fait que vous organisiez des spectacles nécessite une réaffectation. Mais enfin, il n'y a aucune réaffectation. Je m'occupe d'une ferme-auberge qui organise des soirées à thème, c'est tout. Ah non, non. Moi, j'ai des cases, hein. Il faut que ça rentre dans une case. Vous êtes quoi? Un auditorium? Un théâtre? Un bar musical? Eh bien non, rien de tout ça. Donc on a un souci, hein. Je vais en parler à ma direction. Le type rappelle. Bien, monsieur Comet. On s'est renseigné au ministère de l'Agriculture. C'est compliqué, hein. Pour créer une nouvelle case, il faudrait passer par une commission, une usine à gaz, pardonnez-moi l'expression. On peut vous inscrire en tant qu'assimilé cabaret. Et c'est donc comme ça, finalement, que les Folies Fermières apparaissent au journal officiel comme un assimilé cabaret. Et du coup, un journaliste de la Dépêche du Midi débarque. « Bonjour monsieur, il paraît que vous avez monté un cabaret à la ferme ?» Et le gars fait un article. Et après, ça enchaîne. La France agricole, les petits journaux du coin, et puis un jour M6. Allô? Monsieur Comet? Bonjour, c'est M6 à l'appareil. On aimerait faire un reportage sur vous. Une demi-heure. Mais David comprend. Une demi-heure de tournage. Mais c'est une demi-heure de film. M6 veut le suivre pendant une semaine. Et après, c'est France 3. Et puis le Petit Journal. Et puis France 2 pour Sophie Davant. Et puis TF1. Et du coup, les réservations explosent. Et après le spectacle, les gens achètent de la viande. David fait ses comptes. La ferme le mange 24/24, 7 jours sur 7. Et il perd de l'argent. La boucherie lui prend la moitié de la semaine et remet les compteurs à zéro. Le cabaret lui prend une journée et c'est là qu'il se paye. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ne garde que le cabaret? Non. Il perdrait son âme. Il perdrait son lien avec la terre. Et si en plus le maire ne lui mettait pas des bâtons dans les roues? Europe 1, On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui les aventures de David Comet, un agriculteur du Tarn qui raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions du Rocher, Les Folies Fermières. Il sera là tout à l'heure. Héritier d'une longue tradition de paysans du Tarn, David reprend la ferme familiale avec sa femme Laetitia. Pour la sauver, il passe au circuit court, crée une activité de boucherie et de ferme-auberge. Et il développe une activité de spectacle, les Folies Fermières. Rapidement, c'est le cabaret qui prend le dessus, car c'est la seule activité rentable. La seule. Et donc vous allez comprendre son raisonnement. David veut développer le cabaret, sans abandonner le reste. Et surtout pas les vaches. Les vaches, ça ne rapporte rien, mais c'est sa fierté. Il est le dernier paysan de Garrigues à avoir un élevage. Mais pour sauver la ferme, il n'y a qu'une solution. Faire agrandir son cabaret. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Dans ce village de 300 habitants, dans lequel les exploitations agricoles ferment les unes après les autres, dans ce village qui se meurt, le maire ne veut pas de cabaret.
Il y a une vieille histoire là-dessous. Le maire est propriétaire du château qui jouxte la ferme familiale. Les ancêtres de David étaient les métayers de ce château. Mais depuis, le grand-père a racheté les terres. Mais la famille de David a un droit de passage sur les terres du château. Une servitude, en bonne et due forme. Hein. Le maire a longtemps espéré qu'il lâcherait. Mais avec le cabaret, il s'accroche, ces diables de Rital. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que David sent les choses. Le maire lui met tous les bâtons qu'il peut dans les roues. Il commence par convoquer une commission de sécurité. David se met en conformité. Un officier des pompiers dit « Pour moi, l'établissement est conforme ». Mais le maire « Ah oui, mais la sécurité ?» Mais en vérité, ça n'est plus le sujet. David a une idée. Il veut construire une nouvelle salle de spectacle et transformer la salle actuelle en espace de vente. Il a obtenu pour ça une subvention de la région de 40 000 €. Avec cet argent, pour être arrangeant, il propose de faire un chemin empierré qui ne passera plus devant le château. Le maire lui dit « Et tes parents, ils useront toujours du droit de passage. » « Et mes parents, oui. Eux, ils vont pas faire un détour. Mais il y a qu'eux qui passeront sur ton chemin. » Eh bien, dans ces conditions, pas de permis de construire, pas de nouvelle salle. Le préfet dit à David « Je vous suggère de déplacer votre projet dans une commune avoisinante. » David reste prostré, hébété. Le soir, en se couchant dans le lit, il en parle à Laetitia. « David, avec ce qu'on a là, on s'en sort, David. Tu peux pas lutter contre le préfet et le maire. Je te suis plus, David. » Il passe une nuit blanche. Le matin, il laisse une lettre pour Laetitia sur la table. Il monte dans sa voiture. Au passage, il attrape une corde et il prend la route d'Albi. Il est parti pour se pendre. Pour se pendre! Et puis en route, il bifurque. Il prend la route de Paris. Il arrive aux alentours de 20h30. Il ne connaît personne à Paris. Sauf un journaliste de TF1 qui est venu filmer à la ferme récemment. Il l'appelle. L'autre l'accueille à bras ouverts. Et il prévient Laetitia. Parce qu'elle a lu la lettre, elle a prévenu les gendarmes. David est recherché. Et donc dans l'état dans lequel il doit aller à la police pour leur dire « Tout va bien, je suis vivant ». Je n'ai pas le temps de vous raconter tout l'épisode suivant. Au commissariat du 8e arrondissement, à Paris. Il est arrêté, figurez-vous. Parce que dans sa lettre d'adieu, il a proféré des menaces contre le maire et le préfet. Alors on le colle en détention. On l'envoie à l'hôpital psychiatrique. Heureusement, ça se termine bien. Il rentre à la ferme. Et tous ensemble, ils décident de commencer les travaux. Sans permis. Quelques jours plus tard, il tombe sur le maire, sur son terrain, qui est en train de prendre des photos. « Je vois que vous avez commencé les terrassements. »« Oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, tu vois, ce qui me rend fou, c'est que les herbes de Provence, elles viennent pas de Provence. Que le savon de Marseille, il vient pas de Marseille. Ça me troue le ventre, ça. Je vais me battre. Je veux que le veau du Lauragais soit du Lauragais. Que le Roquefort vienne de Roquefort. Que le vin de Gaillac reste à Gaillac. Et pour tout ça, tu vois, on va créer une salle de 300 places. Une fois par semaine, je ferai dîner les gens. Les clients seront servis par les producteurs en personne. Je vais agrandir mon cabaret pour faire autre chose que vivoter. Sur son lit d'hôpital, quelque temps avant de mourir, le grand-père Attilio dit à David « David, j'ai créé cette exploitation. Tes parents l'ont conservée. Tu dois la sauver. Tu dois la développer. C'est ta mission. Si tu restes un homme droit, les gens te suivront. » Le 9 septembre 2018, la commune de Garrigues, dans le Tarn,
a refusé à David Comet son permis de construire. Je vous avais dit que c'était une histoire absolument incroyable, et elle l'est entièrement. Et David Comet, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle Les Folies fermières aux éditions du Rocher, est là avec moi. Alors, où est-ce qu'on en est, David? Est-ce que ça a bougé depuis que le livre est sorti de l'imprimerie? Non, ça a toujours pas bougé. C'est encore une guerre sur le terrain qui est innommable, j'ai envie de dire. Et malheureusement, aujourd'hui, on va pas lâcher, on fera pas marche arrière, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a tous les soutiens, que ce soit à la région, que ce soit à la Chambre d'agriculture, que ce soit le président national des fermes auberges qui est venu spécialement sur site pour essayer de convaincre. Vous étiez un modèle. Que j'étais un modèle, voilà, qui voulait s'inspirer de ça pour faire revivre les campagnes dans toute la France. Et malgré tout ça, le maire il persiste et signe en disant que de toute façon ce projet-là n'a rien à faire sur cette ferme, que c'est n'importe quoi d'avoir mis une boucherie à la ferme. Mais si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on n'aurait plus aucun élevage dans cette ferme, enfin dans le village, et que c'est encore n'importe quoi d'avoir fait des restaurants. Donc du coup, il a quand même fait une proposition à force. Il nous a dit, écoutez, on a bien réfléchi avec le conseil municipal, on vous propose d'acheter un terrain au village. Dans le centre du village. Dans le centre du village. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je me suis installé agriculteur, c'est à peu près au même moment où lui est devenu maire. Sauf qu'en 10 ans, David, il a créé une boucherie, ça marche. Il crée une ferme auberge, ça marche. Il fait des spectacles, ça marche. Et le maire, de son côté, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas fait grand-chose. Oui, parce qu'on ne l'a pas expliqué, son château est en ruine. Et en plus de ça, son château est en ruine. Il est en train de s'effondrer. Voilà. Et donc, au bout de 10 ans, lui qui a fait le plan local d'urbanisme, qui avait prévu le développement des commerces au centre du bourg, malheureusement, les artisans ne se sont pas bousculés pour venir travailler à Garrigue. Et forcé de constater qu'au bout de 10 ans, il n'y a toujours aucun commerçant dans le village. Vous acceptez la proposition ? Alors la proposition, déjà, elle est inacceptable, tout à fait inacceptable. Et en plus de ça, la Chambre d'agriculture qui nous dit, mais écoutez, monsieur Comet, c'est hors de question que vous alliez au centre du village. Pour la simple et bonne raison que si vous allez au village, vous allez devenir un artisan. Commerçant. Et un artisan commerçant. Une boucherie à la ferme, c'est à la ferme. Et une ferme auberge, c'est aussi à la ferme. Et l'extension de la ferme auberge devra se faire à la ferme. Et nous, si vous voulez aller au village, vous devenez artisan. Et ça sous-entend que vous allez encore changer de métier. Et aujourd'hui, David, il n'a pas envie de changer de métier. Il a décidé que ces projets-là se feraient sur le siège d'exploitation, avec le soutien donc de la Chambre d'agriculture qui, elle, émet un avis favorable sans réserve, ce qui est très rare au niveau de l'agriculture. Et on a en plus de ça un titre de start-up agricole qu'on doit aujourd'hui honorer, parce que quand on est start-up agricole, cet agrandissement, aujourd'hui, il est subventionné. Il y a de l'argent qui est en jeu pour ce développement. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de Garrigue en général? Bon, le maire, c'est un couilloun, ça, mais les autres, est-ce qu'ils vous soutiennent? Pour donner un exemple tout simple, il nous a fait la proposition d'aller justement s'installer au village. Donc du coup, déjà, le jour où ça a apparu un petit peu dans les journaux locaux, les gens du village, ils ont commencé à me téléphoner. Oui, David, ils m'ont même écrit un mail, donc preuve à l'appui, en me disant, écoute David, on a un souci, parce qu'apparemment tu veux venir t'installer au centre du village. Donc déjà, nous, on n'est pas d'accord, parce qu'on est déjà bien assez ennuyés avec la salle des fêtes, où c'est qu'il y a le bordel presque toutes les semaines. En plus de ça, toi, c'est vrai que ça fait quand même un certain remue-ménage au niveau des distances de sécurité. Ça va rien respecter, parce qu'on est obligé de respecter certaines distances. Parce que vous prévoyez de faire venir 300 personnes dans la nouvelle salle, par soir. Voilà, alors ça, c'est la capacité maximale. Après, concrètement, quand on va arriver à 150, 200, ça sera déjà le max. Un maximum, quoi. Il faut être réaliste à un moment donné. Et après, ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, les personnes qui m'ont appelé du village, ils m'ont dit, mais David, on a encore un autre souci. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a comme souci? Le terrain sur lequel veut te mettre le maire, il appartient même pas à la mairie. L'agriculteur qui possède ce terrain, il a même pas décidé de le vendre. Sauf qu'au niveau de la mairie, eux avaient prévu que ce terrain-là, il allait devenir constructible et qu'ils allaient faire tous leurs projets dessus. Sauf que leur terrain, il leur appartient même pas. Donc aujourd'hui, encore une fois, il fait une proposition qui n'a aucun sens. Un mot sur votre caractère. Bon, vous avez un caractère entier. Je ne sais pas quelle part d'autocritique vous êtes. C'est-à-dire, à la fois, on sent que c'est ça qui vous a sauvé. C'est ça. Et en même temps, ça vous a créé 2-3 ennuis. C'est ça. Les deux, quoi. Les deux. C'est ça, être entier, on passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'on pense, et il y a des fois... on le paye. Je suis du signe de Lion, alors il y en a qui m'ont dit que ça allait pas m'aider. C'est vrai que j'ai tendance un peu à foncer et réfléchir après, mais bon, quand c'est pour la bonne cause, j'y vais avec le cœur et il faut défoncer des barrières. Un mot sur la mécanique, parce que ce qu'il y a de très très troublant dans votre histoire, c'est que vos parents vous forcent au départ à faire de la mécanique, et qu'en fait, vous êtes doué, 2, ça vous plaît aussi. Tout à fait.
Tout à fait, parce que ce qui se passe, c'est que la mécanique, moi je l'ai appris sur le tas. À la ferme. À la ferme, démonter les vélos, les mobylettes, les tracteurs, les moissonneuses. Moi, quand je suis rentré en CAP, qu'on m'a expliqué que ça c'est un moteur, ça c'est une roue et ça c'est une voiture, il y avait longtemps que j'avais compris ce que c'était. Vous aviez déjà démonté le camion du voisin. J'avais déjà démonté le camion du voisin. La mécanique, ça faisait très longtemps qu'on avait démarré des moteurs, quoi. Donc c'était l'école de la vie. Et l'école de la vie, dès ma rentrée au CAP, j'avais compris que c'était sur le terrain que j'allais faire mes armes. L'enseignement aussi, ça vous plaît? Vous avez l'air d'être doué comme prof. Alors oui, ça c'est un fait, c'est sûr. Je suis passionné de mécanique, mais quelque part c'est aussi, un combat. Un combat parce que mon père, lui, malheureusement, de par ses études, n'a pas réussi à être mécanicien parce que lui, En fait, c'était le rêve de votre père. C'était le rêve de mon père. Et un jour, ma grand-mère m'a dit, quand j'ai démarré mon premier moteur, elle m'a dit, qui c'est qui a démarré le moteur? C'est toi ou c'est ton père? J'ai dit, non, c'est moi. Et quelle a été la réaction de ton père? J'ai dit, mon père, il a souri pendant un moment, mais j'ai pas compris pourquoi. Elle me dit, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Ton père a toujours rêvé d'être mécanicien, sauf qu'il n'avait pas les capacités, il n'a pas eu son examen à cause des maths. Et du coup, j'ai vu ma grand-mère triste et mon grand-père qui m'avait jamais parlé de cette histoire-là. Et là, j'ai réfléchi 5 minutes et j'ai dit à ma grand-mère, écoute, je vais te faire une confidence. Là, la mécanique, moi, je ne vais pas en faire. Je vais l'enseigner. C'est la revanche que je prends par rapport à la vie pour l'honneur de mon père. On va marquer une pause et je veux qu'on revienne à cette histoire de générations qui s'enchaînent, l'histoire des enquêtes. Alors l'histoire est amusante parce que vous vous appelez Comète, parce que c'est votre mère qui vous amène l'affiliation avec les Italiens, mais en vérité, ce qui vous tient dans toute cette histoire, c'est d'être un enquête. Vrai? À tout de suite. Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte l'histoire d'une famille peu ordinaire dans le sud de la France. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de David Comète et de sa famille qui sont des agriculteurs de Garrigues dans le Tarn qui, pour sauver la ferme familiale, ont monté un cabaret, une salle de spectacle à la ferme. Une histoire que je tire du livre que David Comète publie aux éditions du Rocher, Les Folies fermières. Alors, il y a une scène dans votre histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est ce moment où vos parents, Jean-Louis et Constantine, votre mère, vous disent « Non, David, tu ne reprendras pas la ferme. » Et pendant 6 mois, ils ne veulent pas vous parler. Et c'est votre grand-père, Attilio, qui va renouer le lien. Est-ce que dans le non de vos parents, il faut entendre oui? C'est un non ils ont dit non parce qu'ils étaient, je pense, victimes d'une agriculture qu'on leur a imposée. Voilà, je pense que le fin fond du problème est là. C'était plus l'agriculture que mon grand-père leur avait enseignée. C'était plus l'agriculture qu'ils auraient aimé être fiers et marcher la tête haute. C'est une génération sacrifiée, vos parents. C'est une génération sacrifiée, oui. Pour moi, je le vois vraiment comme ça, dans le sens où mon grand-père a fait de l'agriculture et il a vécu du fruit de son travail. Ouais. Mes parents ont fait de l'agriculture, mais il fallait qu'ils aient la perfusion de Bruxelles. Parce que sans cette perfusion-là, malheureusement, ils n'arrivaient pas à la fin du mois. Et aujourd'hui, cette perfusion, je ne sais pas comment on peut dire, ils ont été dopés quelque part. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pointer du bout du doigt et essayer de trouver des alternatives. Votre histoire, c'est un peu la même histoire que, c'est rigolo l'exemple que je vais prendre, mais d'enfants qui héritent d'un château, c'est-à-dire que c'est une galère en vérité, mais ils n'ont pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix, même s'ils ont essayé de me sortir du système en me mettant dans la mécanique. Et mon grand-père l'avait compris dès le premier jour. Dès que j'avais 5 ans, quand il m'a vu à l'étable, il savait très bien ce que j'allais advenir. Par contre, mes parents, ils ne voulaient pas que je sois, encore une fois, une génération victime de ce système. Ils n'en voulaient pas, mais ils connaissaient votre caractère. Et donc, secrètement, ils devaient imaginer que vous feriez ce que vous aviez l'intention de faire. Ce qui craignait surtout, c'était que ce lien entre le grand-père et David ressurgisse, parce que mon grand-père, c'est lui qui m'a appris à traire les vaches. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a appris à lire au milieu des vaches. Et il savait, c'était eux qui m'avaient formé. C'était lui qui m'avait donné ce bon sens paysan, ce biais. Et c'est lui qui il savait que j'étais quelque part le futur repreneur de la ferme. Alors vous lancez dans ce qui se fait aujourd'hui et on entend dire partout qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de faire du circuit court. Si on fait du fromage, de le vendre sur les marchés. Si on fait des légumes, d'aller les vendre en direct ou d'avoir une boucherie comme vous en avez une, vous, sur le territoire de votre ferme. Et en même temps, ça équilibre juste avec l'activité de circuit court. Vous et votre femme Laetitia, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre.
Non, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que cette première diversification qui était la boucherie, il fut un temps où, à un moment donné, on a commencé à vraiment reprendre du souffle et compenser le manque à gagner de la ferme. Oui. Sauf qu'entre-temps, il y a quand même eu un problème, conjoncturellement, ça ne nous a vraiment pas aidé. Ça a été l'ouverture des supermarchés le dimanche. Et ça, il faut pas avoir peur de le dire parce que les élus des communes en question sont venus nous voir pour nous expliquer que les clients du marché n'étaient pas les clients du supermarché. Alors moi, je leur ai répondu, à part le mot super qui n'est pas du bon côté, il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce que vous dites. Il me dit, mais monsieur Comet, quand même, vous savez, on sait de quoi on parle. J'ai fait, moi, ça, c'est de la politique. Moi, je vais vous donner mes comptes et on en reparle dans 6 mois. Pour vous, c'est à partir du moment où les supermarchés ouvrent le dimanche, votre boucherie à la ferme voit son chiffre d'affaires diminuer. Tout à fait. Et preuve à l'appui, c'est la comptabilité. En 6 mois, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires après l'ouverture des supermarchés le dimanche. Est-ce que Giovanni et Valentino, puisque vous avez un deuxième petit garçon, ont le choix? Vous allez dire oui. Vous allez dire oui. Mais comme maintenant je sais que oui c'est non. Non, ils ont le choix. De toute façon, on est dans une société où c'est qu'ils auront le choix. Moi, ce que je veux vraiment leur transmettre, c'est que moi, ce métier-là, je l'ai choisi. Et le fait de l'avoir choisi, c'est plus un métier, c'est devenu une vocation. Et moi, aujourd'hui, je veux que mes enfants soient heureux et qu'ils se lèvent tous les matins avec le sourire et qu'ils aillent tête baissée, foncer pour travailler, quoi, comme je le fais moi. Et ça, peu importe ce qu'ils feront, s'ils font la ferme, c'est un miracle. Parce que pour moi, ça sera un combat qui aura été gagné sur plusieurs générations et c'est la 5e. Oui. C'est énorme. Et s'ils le font pas, du moment qu'ils sont heureux, voilà, c'est... Après, on est dans une société qui dit, si on a le choix, on est heureux. Si on n'a pas le choix, on est malheureux. En vérité, c'est une ânerie. Le fait de ne pas avoir le choix n'induit pas d'être malheureux. On peut être heureux du fait de ne pas avoir le choix. Mais oui, tout à fait. C'est votre cas? C'est mon cas parce que ce cas, c'est que même dans les familles d'agriculteurs, ce qui arrivait souvent dans les vieilles familles, le premier garçon de la famille, il n'avait pas d'autre choix que de reprendre la ferme. Ça a été le cas de mon père. Sur tous les frères, tous les sœurs qu'il avait, c'était le seul garçon, il a été obligé de reprendre la ferme. A tout de suite, pour continuer d'évoquer cette histoire, on va parler dans un instant du ministère de la Culture, de la licence de spectacle, de ce que Chirac appelait les gens qui emmerdent les Français. A tout de suite. Oui, jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte le destin d'une famille hors du commun. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de David Comet et de sa famille qui sont des agriculteurs de Garrigues dans le Tarn qui, pour sauver la ferme familiale, ont monté un cabaret, une salle de spectacle à la ferme. Une histoire que je tire du livre que David Comet publie aux éditions du Rocher, Les Folies fermières. Alors à un moment donné de votre histoire, on vous dit, puisque vous organisez plus de 6 soirées par an, vous allez donc devoir passer une licence de spectacle. Quel bilan vous faites de ça? Vous, c'était utile ou pas? C'était pour se mettre en conformité, donc du coup... À part ça, il n'y a aucun intérêt. Voilà. vous auriez pu vous en passer. Tout à fait, parce que je veux dire, aujourd'hui, dans les campagnes, il y a beaucoup d'artistes qui se représentent, que ce soit lors des fêtes au village ou lors d'autres fêtes diverses et variées, et en aucun cas, on a passé des examens pour faire des animations. Oui. Mais bon, vu que c'est... Et puis nous, les agriculteurs, on est habitués, c'est la norme, alors il faut respecter. Oui. Alors du coup, on ne cherche pas trop à comprendre. Allez, ok, il faut rentrer dans ces cases, on va essayer d'y rentrer, et puis voilà. Le stage de formation est quand même un moment incroyable. C'est-à-dire, le type vous prend pour un andouille, alors qu'en vérité, vous êtes probablement plus diplômé que lui. Ça, c'est possible. Voilà. Parce que ce qu'il y a, c'est que, oui, automatiquement, un agriculteur qui se retrouve là au milieu de plusieurs personnes qui sont déjà dans ce milieu de la culture et du spectacle, qu'est-ce que vient faire un agriculteur? Déjà, il s'est trompé d'endroit parce que c'est pas le même ministère. En plus de ça, mais ça reste un agriculteur, un bouseux de Garrigues. Ce qu'il savait pas, c'est que j'avais été directeur en lycée agricole. Donc, automatiquement, il y en avait un peu sous la pédale, j'ai envie de dire. Capacité à travailler. Capacité à travailler. Et puis après, voilà, nous, les heures, on les compte pas. S'il faut y rester jour et nuit, on allait y rester, quoi. Si un agriculteur est obligé de faire du spectacle pour sauver sa ferme, c'est que l'agriculture, c'est mort. C'est qu'il y a 2 agricultures. Il commence à y avoir, ça fait plusieurs années que ça se dessine, il y aura une agriculture, j'ai envie de dire, où c'est qu'on va parler vraiment de productivisme et de rentabilité. Alors, je critique pas, loin de là, c'est juste que c'est une agriculture où c'est qu'il faut produire. Et puis, il y a une agriculture comme la mienne qui se dessine maintenant de plus en plus sur les territoires, où c'est que nous, on a décidé de répondre vraiment aux besoins des consommateurs. Oui, mais s'il n'y a pas le cabaret, c'est pas viable. C'est pas viable. Mais c'est pour ça que du coup, plutôt que de se spécialiser et faire par exemple que des bovins, que des porcs, que des agneaux, on refait un petit peu de tout.
Ouais. comme le faisait mon grand-père, parce que ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est de faire l'agriculture de mon grand-père. Moi, on me le reproche. Donc mais un moi, peu de fruits et légumes, un peu Exactement. de Et moi, céréales pour nourrir les bêtes. c'est ça. Et du coup, moi, toutes les céréales que je produis, c'est de l'autoconsommation. Tout est consommé sur site. Ensuite, tous les animaux qui sont produits à la ferme sont transformés à la boucherie-charcuterie à la ferme. Et ensuite, une fois que ça ressort de la boucherie, 75% sont orientés vers les marchés et 25% vers la ferme auberge. C'est-à-dire qu'on est sur un bilan carbone parfait. Parfait. Et il faut insister sur le mot, parce qu'aujourd'hui, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut, mais le fait d'avoir toute la transformation comme ça en un lieu unique, c'est un exemple de l'agriculture auprès de tous les corps de métier Même confondus. si les vaches pètent. Même si les vaches pètent. Une question sur les arts. Ce qu'on pressent quand même, c'est que ça vous intéresse, la vie d'artiste. Les artistes vous intéressent. C'est vous qui faites Monsieur Loyal au spectacle. Et il en fallait un, et du coup, c'est tombé sur moi. Ça vous plaît bien? Ça me plaît bien. Laetitia, ça lui plaît? Alors, Laetitia, elle est fermière aubergiste. C'est le cordon bleu de l'équipe, donc automatiquement... Elle, c'est la cuisine. Elle, c'est la cuisine. Elle, c'est la cuisine. Giovanni et Valentino. Valentino est encore petit, mais Giovanni, participer au spectacle, être un artiste, comme dans les familles de cirque, ça le branche? Ça le branche parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on a le magicien qui vient régulièrement, qui de temps en temps... C'est toujours le même, hein? Et voilà. C'est toujours Diagor, là. Oui, alors Diagor revient de temps en temps, mais après, on essaie d'avoir un peu de roulement aussi. Et du coup, Giovanni, il sait faire quelques petits tours de magie, donc aujourd'hui, de temps en temps, il fait du close-up. Oui. Donc lui, il pourrait être le premier agriculteur magicien, par exemple. Exactement, voilà, ça pourrait être, oui, tout à fait ça. David, à la fin de cette histoire, vous vous dites que vous avez raison d'avoir un caractère de cochon? Je pense que c'est même plus que la raison, c'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, pour aller se battre contre ces bulldozers qu'on a en face, c'est David contre Goliath. Et c'est le pot de terre contre le pot de fer. Sauf qu'à la campagne, c'est la terre qui reste et le fer qui disparaît. Si vous voulez, David, un de ces quatre, je viens dans votre cabaret raconter une histoire. Et ce sera avec grand plaisir. Gratos. Je veux juste manger un peu de pâté. Et de charcuterie. Et de charcuterie. Mais merci. Merci. C'est quand vous voulez. J'ai été ravi de vous recevoir. Cette histoire est formidable. Je vous invite tous à lire ce livre qui paraît aux éditions du Rocher. C'est une parution récente. Vous le trouverez dans toutes les librairies. Les Folies fermières de David Comet. Merci. Demain, on se retrouve à 2h de l'après-midi. Olivier Delacroix à suivre dans un instant. Merci, à demain Christophe Ondelat à 14h en effet pour une nouvelle histoire. Demain c'est un témoignage que vous nous réservez, celui d'une mère face à l'islamisme. L'histoire de Salia Ben Ali, une saga familiale commençant par la décision de son père tunisien d'émigrer en Belgique et qui se termine par le départ de son fils Sabri, parti faire le djihad en Syrie. Rendez-vous demain à 14h sur Europe 1.